Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de l'information sur Eden TV. Voici le sommaire. 24 heures, durée de vie d'une note de service au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La note de service numéro 193 du 20 juin 2018 portant pas obligatoire de la tenue du kaki dans les établissements publics comme privés vient d'être rapportée par le ministre Maouyon Kakpo ce 21 juin pour des raisons non encore connues dans cette édition. La réaction de certains béninois. Faible taux d'inscrits au BEPC à celui de l'année dernière, soit une baisse d'effectifs de 38 600. Le ministre de l'enseignement secondaire, le professeur Kakpo Maouyon, est allé s'enquérir de l'organisation pratique du BEPC pour le compte de cette année 2018 ce mercredi dans les locaux de la direction des examens et concours à Porto-Novo. En France, à Roissy, un laboratoire de la biodiversité installé aux abords du tarmac. L'expérience vise à montrer des aéroports français qui peuvent aussi être un refuge pour la nature. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bienvenue. Le ministre de l'enseignement secondaire, le professeur Kakpo Maouyon, était ce mercredi dans les locaux de la direction des examens et concours à Porto-Novo. L'autorité est allée s'enquérir de l'organisation pratique du brevet d'études du premier cycle pour le compte de cette année 2018. L'occasion a été pour le directeur des examens et concours, Dr Roger Koudoadinou, d'expliquer au ministre le niveau de préparation de cet examen prévu se dérouler le 9 juillet prochain. Suivons ici le directeur, le docteur Roger Koudoadinou et le ministre professeur Kakpo Maouyon à la fin de la visite au micro de Amen Didier Humpenoudi. Monsieur le ministre, à travers sa visite d'aujourd'hui, est venu consacrer que nous avons entamé le dernier virage vers la course finale de la tenue effective en bonne et due forme des examens du BEPC, session de 2018. Le niveau de préparation est des plus satisfaisants parce qu'il y a deux grandes étapes en la matière. Le convoyage de ce que nous appelons techniquement le matériel lourd, ceci est fait et tous les DDEPS ont déjà réceptionné et sont en train de faire le relais vers les centres de composition. Et la deuxième grande étape, c'est celle consacrée au traitement du matériel sensible. Ce matériel sensible, il est sous-scellé. C'est lui qui a fait l'objet de la visite de Monsieur le ministre aujourd'hui. Et vous avez pu voir avec nous que tout est fait, tout est fin prêt, tout est en cantine sécurisé. Et il est venu donner son onction pour que nous enclenchions le dernier mécanisme qui va permettre très bientôt, c'est-à-dire le 9 juillet prochain, à tous les enfants de ce pays de pouvoir aller fièrement composer à des épreuves convenablement confectionnées pour une certification objective de leur niveau d'études. Le BEPC est un examen essentiel et cela nécessite que j'effectue le déplacement pour voir l'état des préparatifs. Ce que j'ai constaté, c'est que les dispositions sont prises par le directeur des examens et concours avec ses collaborateurs pour que nous ayons un examen parfaitement organisé. Le matériel lourd est déjà convoyé, le matériel sensible est bien disposé. Nous avons vu cela et les dispositions sont également prises pour que cela puisse être convoyé très prochainement. Il faut dire que cette année, le taux d'inscrits au BEPC est inférieur à celui de l'année dernière, 2017, soit une baisse d'effectifs de 38 600. Le directeur des examens et concours, Roger Koudoadinou, justifie de positive cette baisse du taux de candidats au brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2018. Suivons ces explications au micro de Amen Didier Humpenoudi. L'année dernière, en 2017, nous avons enregistré un total de 224 955 candidats. Cette année, nous avons enregistré un effectif de 186 495 candidats. Il y a une chute d'effectifs d'environ 38 600. Comment cela s'explique? Je voudrais apaiser les uns et les autres. Il n'y a aucun lien à établir avec la perturbation de l'année. C'est tout simplement que, première raison,
nous avons fini d'enregistrer les dossiers de candidature au BPC avant même que ne démarre la grève que nous avons connue cette année. Donc il n'y a aucun lien de ce côté-là. La deuxième raison qu'il faut évoquer, le deuxième fait qu'il faut évoquer, c'est que l'an dernier, contrairement aux habitudes, le BPC a fourni un taux satisfaisant de réussite de 50,56%, ce qui a été un bond formidable et qui a permis donc d'évacuer le trop-plein d'effectifs qui était en classe de 3e. Le troisième élément qu'il faut évoquer dans l'analyse de cette baisse drastique de l'effectif, c'est qu'une disposition a été prise qui a consisté à informer les candidats, les élèves de 3e, que désormais, ils n'obtiendront le quitus de passage en classe de seconde qu'à condition qu'ils décrochent leur BPC. Ce qui, depuis l'an dernier, a fouetté les consciences et a poussé l'effectif qui s'est retrouvé dans les classes de 3e à retrousser les manches et à redoubler d'ardeur au travail. Et tous ces facteurs mis ensemble expliquent ce gros score, ce grand pourcentage de réussite au BPC en 2017. Conséquence, le système a retrouvé, pour ainsi dire, le flux normal d'écoulement des effectifs de la 4e vers la 3e. Et donc, c'est cela qui fait que, tout logiquement, cette année, il y a comme des indices d'excellence dans la mesure où, dès la 4e, les jeunes prennent conscience qu'il leur faut maîtriser les matières qu'ils craignaient pour pouvoir réunir de leur côté les chances leur permettant de pouvoir projeter leur passage effectif en classe de seconde à travers le décrochage de leur BPC, qui est une condition sine qua non de passage en classe de seconde. Voilà ce qui explique cette baisse drastique de l'effectif dont nous avons à nous réjouir, et cela nous amène à gérer plutôt un effectif autour de 186 000 cette année. Donc pas de panique. Le plus jeune autour de la quinzaine, le plus vieux autour de la soixantaine. Activité au parler de gouverneur à Porto-Novo ce jeudi. Les députés ont fait en plénière le débat sur la communication du gouvernement tenu le 14 juin dernier et qui a trait à la gestion du PADAG, entendait le projet d'appui au développement agricole dans les collines. Le ministre de l'Agriculture, lors de sa communication, avait fourni aux députés les éléments d'appréciation sur la mise en œuvre du PADAG. Le président de séance, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Roundete, a donné la parole en premier à l'auteur de la question, puis aux autres députés. Ceux-ci ont fait leurs observations et recommandations pour la valorisation et commercialisation du riz local au Bénin. Suivons-les. Je me réjouis de ce que le ministre a reconnu avec moi que le programme a connu de retard dans sa mise en œuvre. Mais je me réjouis surtout de tout ce que j'ai entendu ici et que vous aviez entendu aussi avec moi, de la construction des hangars et aires de séchage et de stockage des produits, de la réalisation des points d'eau et de l'appui à la riziculture, etc. La mise en œuvre de ce PTA, Monsieur le Président, soulagera les peines des agriculteurs bénéficiaires. C'est pourquoi je voudrais demander une fois encore au gouvernement de bien vouloir veiller sur la mise en œuvre correcte de ce PTA en particulier et de tout le programme en général, et ce dans l'intérêt supérieur des populations bénéficiaires. Mais beaucoup produisent du riz, mais il n'y a pas de marché d'écoulement. Si on produit le riz, il n'y a pas de marché d'écoulement. Mais cette production servira alors à quoi? Jusque dans le mois de mai dernier, précisément dans la commune de Ouahi, les gens ont vendu le riz de 120 kilos là. Riz avec paddy. Ils ont vendu ça à 15 000. C'est bon d'encourager la culture du riz. C'est aussi bon de leur trouver un marché d'écoulement. Il ne sera pas inutile que le gouvernement prenne des mesures supplémentaires pour encourager la consommation du riz local. L'augmentation des volumes de la culture du riz local posera les défis de son écoulement, qui constitue l'objectif primordial des paysans. Le gouvernement peut tout de même prendre des mesures pour encourager la consommation du riz local. Je suggère que le gouvernement privilégie l'achat du riz local destiné à la consommation dans les prisons.
les cantines scolaires et universitaires, les garnisons militaires et les hôpitaux, etc. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, après l'intervention des députés, les a remerciés pour l'intérêt qu'il accorde à son secteur pour son réel développement. Il a profité pour donner aux députés d'autres précisions sur le sujet. Écoutez-le. Je remercie les honorables députés pour d'abord avoir pris le temps de relire, de lire les modestes réponses que nous avons apportées aux préoccupations soulevées. Et je voudrais affirmer, toute modestie gardée ici haut et fort, que par rapport au projet d'appui au développement agricole dans les collines, c'est venu un peu trop vite, au point où les documents de base qui devraient permettre d'évaluer après le projet n'avaient pas été tous mis en place. De deux, les instruments de gestion par lesquels ce programme doit être conduit de façon orthodoxe ont mis du temps pour être installés. Je passe très vite de projet à programme pour dire que nous sommes dans une logique de regroupement des interventions des partenaires à travers des programmes structurés et structurants. C'est ce que nous avons fait avec le FIDA, à travers le PROCAR. C'est ce que nous avons fait avec la Banque mondiale, à travers le PROCAD. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir autour du PADAC un programme avec l'AFD, de sorte que de nouveaux projets naissants avec l'appui financier de l'AFD rentreront dans ce programme pour mutualiser déjà les ressources disponibles et les personnes ressources compétentes pour telle ou telle action. Et davantage, nous mettrons à la disposition de la société civile et de la représentation nationale le programme détaillé de plan de travail annuel pour qu'un suivi citoyen aussi accompagne l'exécution de ce programme. Je voudrais qu'on crée ici la peur du gendarme pour déclencher le début de la sagesse. Le Parlement béninois vient ce 18 juin de doter le Bénin d'une loi sur les changements climatiques, une proposition de loi qui vient pour asseoir l'arsenal juridique à mieux réglementer les dérèglements climatiques. Reportage. Une proposition de loi déposée par le député Jean-Michel Abimbola et autres qui vise à asseoir la réglementation nécessaire pour la gestion des normes climatiques au Bénin. La commission du plan et de l'équipement de l'Assemblée nationale a présenté à l'occasion son rapport qui montre une loi qui exprime la volonté manifeste du Bénin à prendre toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent pour prévenir, protéger et gérer les conséquences des changements climatiques dont les populations béninoises pourraient être victimes à court, moyen et long terme. Le ministre en charge du cadre de vie, José Didier Tonato, présent à l'hémicycle, a tenu à remercier les députés. Il situe l'importance de cette loi pour notre pays. Aujourd'hui, le changement climatique constitue le paramètre, le facteur fondamental en matière de développement. Nous pensons que c'est un acte majeur que notre pays se dote de cette loi et le gouvernement soutient cette démarche. Les députés ont quant à eux exprimé leurs sentiments sur l'importance de doter notre pays d'une loi qui réglemente la protection de l'environnement, surtout gérer les dérèglements climatiques. On se pose souvent la question de savoir ce que nous voulons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, lorsque les végétations que nous avons connues au cours de nos enfances sont aujourd'hui parties, les forêts galeries, on n'en trouve plus. Monsieur le Président, nous ne pouvons que féliciter les collègues, féliciter le gouvernement. Ce qui reste attendu maintenant, c'est que nous puissions davantage irriguer les politiques publiques de préoccupation environnementale afin que, eh bien, dans la mise en œuvre de cette loi, que la sensibilisation, la communication, nous espérons que l'encadrement qui est attendu donc à travers cette loi permettra certainement
de faire reculer un peu donc les frontières de l'urgence. L'examen des 98 articles que comporte cette loi a amené le gouvernement et la commission du plan à fournir des éclaircissements aux préoccupations des députés. Les bâtiments où il y a de l'amiante, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, dans la période, on définira certainement une période, bien sûr, par voie peut-être réglementaire, il sera question que tous les anciens bâtiments qui aujourd'hui, de par les matériaux qui ont servi à les construire, comportent encore de l'amiante, doivent rentrer dans un plan de destruction et de désamiantation, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce sera une façon également de se mettre en règle. Les forêts et les plantations constituent les puits et réservoirs de gaz à effet de serre par le phénomène de la photosynthèse, où ils aspirent les gaz à effet de serre émis pour redégager de l'oxygène. Donc c'est de véritables puits. On ne pourrait pas annuler totalement l'émission des gaz à effet de serre. Donc on instaure une taxe pour instaurer une certaine forme d'équité vis-à-vis de ceux qui émettent plus que d'autres. Il y a un niveau, un seuil qu'il faut définir au-dessus duquel ceux qui sont des grands émetteurs soient obligés de payer la taxe carbone. Le texte de loi sur les changements climatiques au Bénin, qui comporte 10 titres, 32 chapitres et 98 articles, a été toiletté et adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. La police républicaine a démantelé des réseaux et de vente de faux médicaments, des cybercriminels, d'escrocs, des cambrioleurs et des braqueurs la semaine écoulée grâce aux efforts inlassables de ces unités de base dans plusieurs localités du Bénin. C'est du moins l'essentiel du point de presse hebdomadaire de la police républicaine de ce jeudi 21 juin 2018. Reportage Aristide Setti. Plusieurs jeunes présumés cybercriminels sont tombés dans les mailles de la police républicaine la semaine écoulée. En collaboration avec la population, les éléments de Nazer Ounonkpe ont mis la main sur ces cybercriminels dans plusieurs départements du pays. Dans l'Atlantique, une opération d'interpellation de cybercriminels a été conduite par le commissariat de Révier dans le village de Adové. La dite opération a permis d'appréhender 7 présumés cybercriminels et saisi plusieurs objets, à savoir 4 ordinateurs portatifs, 11 portables de diverses marques, 2 routeurs Wi-Fi, une clé Wi-Fi, 2 motos Wave, un décodeur et une somme de 500 000 francs en espèces. Dans le zoo, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 juillet 2018, à Bis Hotel, 4 jeunes présumés cybercriminels ont été interpellés sur renseignement par le commissariat central d'Abomey. Il ressort également du point de presse hebdomadaire de la police républicaine de ce 21 juin 2018 que plusieurs cambriolages, vols et braquages ont été déjoués sur toute l'étendue du territoire national. Des véhicules, des motos, des ordinateurs portatifs, des téléphones portables et autres ont été saisis. Dans l'Ouémé, le commissariat d'Akpo-Misérité a été informé dans la nuit du samedi 16 2018 d'une tentative de cambriolage dans un domicile où l'un des présumés a été appréhendé. Le vendredi 15 juin 2018, un véhicule Volkswagen de 5 places de couleur bleue, immatriculé BL 3224 RB, a été volé à la place Idi 2 à Roncivier dans la commune d'Adiara. Le dit véhicule a été retrouvé abandonné dans le village d'Agondozun dans l'arrondissement de Goumé-Souta. L'opération ne s'est pas arrêtée là. La collaboration douane-police a permis de mettre la main sur un trafiquant de chanvre indien dans le Borgou. Dans le Borgou, le mardi 19 juin 2018,
Aux environs de 10 heures, la collaboration police-douane de Bétérou a permis d'interpeller un trafiquant de nationalité nigériane demeurant au Togo. Ce dernier, en direction de Parakou, sur sa motocyclette de marque Bajaj, a chargé 2 gros sacs contenant des plaquettes de chanvre indien. À la vue de la patrouille, il a pris la clé des champs avant d'être rattrapé et maîtrisé. Au regard de toutes ces situations, le porte-parole de la police républicaine, Pascal Odé-Louis, a exhorté les parents à toujours veiller sur l'éducation de leurs enfants. Annulation de la décision prise par le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle obligeant tous les élèves des établissements publics et privés du second degré en République du Bénin au port de la tenue kaki. C'était par une note de service numéro 193 en date du 20 juin 2018 que cette nouvelle a été annoncée aux différents acteurs du secteur éducatif. Que pensent les citoyens béninois à ce sujet? Certains se prononcent au micro de Aristide Setti et Fiacre Voiton. Moi, je ne suis pas sûr de la deuxième décision. Je suis sûr de la première décision. Parce que quand l'État parle, quand l'autorité parle, on doit avoir de la confiance en cela. Moi, je suis très d'accord pour que tous les établissements privés portent la tenue kaki. C'est ça leur identification. Pour pouvoir identifier nos apprenants. Vous comprenez? Parce que les élèves sont habitués aux tenues jézabéliques. En tant qu'évangéliste, moi, j'accepte le fait que les gens portent les tenues kaki, les étudiants kaki avec leur marque de macaron pour montrer qu'ils sont de tel établissement privé ou non. N'est-ce pas? Donc, je suis d'accord avec cette décision, cette première décision ministérielle. Mais la seconde, je ne sais pas. Parce qu'on est en train de voir sur le WhatsApp maintenant que la décision a été annulée. Moi, je m'étonne qu'il y ait une pression de part et d'autre des promoteurs d'établissements privés. Moi, je crois que c'est la pression. Et nous n'allons pas accepter les pressions. Je ne suis pas contre les décisions de l'État par rapport à la deuxième décision, mais je ne crois pas à la deuxième décision. Je crois à la première décision. Parce que quand on dit quelque chose là, on ne va pas tout de suite dire le contraire. La question qu'il faut se poser d'abord, de se demander qu'est-ce qui a poussé le ministre à changer une décision que lui-même a déjà promulguée. Sinon, ça ne va pas. La première décision est la bonne. On se demande si c'est les promoteurs des établissements privés qui ont mis la pression sur lui ou bien il a eu des enveloppes, on ne sait pas. Parce que du fait que tout le monde va porter le kaki est une bonne chose. Les privés, c'est des gens qui tassent les parents sur les uniformes et sur tout. Donc du fait que le ministre a donné une décision que tout le monde doit porter l'uniforme kaki était une bonne chose. Ça avantage tout le monde. Mais le même ministre qui refuse encore cette décision, moi je veux que le président Talon frappe fort. Parce qu'on se demande où se trouve son niveau d'intellectuel. Parce qu'il est le ministre de tout le Bénin. Une décision doit être bien traitée avant de diviser. Honnêtement, si je devais instruire directement le président de la République aujourd'hui, je vais demander la démission du ministre. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce que la première décision arrange ou n'arrange pas. Cela montre qu'il y a un vice de procédure. En réalité, un ministre ne peut pas prendre une décision et dans les 24 heures rapporter la décision. Ça veut dire que le pays ne se tient plus. C'est comme s'il n'y a plus de constante en matière gouvernementale. C'est comme si la cohésion gouvernementale a été frôlée. C'est comme si hier, cette décision n'a pas été motivée, prise une décision en conseil de ministres. Et là, moi, j'ai de la peine. La peine que j'ai, c'est que je crains que désormais, on ne prenne plus les décisions des ministres en compte. Le gouvernement doit savoir qu'il y a des décisions qui sont populaires. Il ne faut pas tenir compte d'un groupuscule d'individus qui défendent leurs propres intérêts et annuler une décision. Je veux que le chef de l'État, le président Guillaume Athanase Talon, revienne sur cette décision. C'est important que tous les élèves portent kaki. La nouvelle décision qui consiste à faire porter kaki à tout le monde
était bienvenue. Je ne sais pas pourquoi il y a cette précipitation pour annuler cette décision. Le ministre de l'Eau et des Mines a animé une conférence de presse ce jeudi où il a dévoilé les objectifs du Salon international des mines, des carrières et du pétrole CEMICA 2018 qui aura lieu du 19 au 21 juillet 2018 au Bénin. C'était en présence des cadres du dit ministère et des acteurs impliqués dans le domaine des mines et du pétrole et de ses collaborateurs. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Samou Seydou Adambi au micro de Carnot François Mbedereto et Fréjus Fiossi. Environ 9 000 milliards doivent être mobilisés par notre pays pour pouvoir faire face au programme d'action du gouvernement 2016-2021 du Bénin révélé. Où trouver l'ensemble de ces ressources? Tout le monde va se poser la question. À 70%, ils sont les partenaires privés. Et nos partenaires bilatéraux qui vont contribuer à la mise en œuvre de ce programme ambitieux. Les 30% viendront d'où? C'est l'effort national. Et quand on sait qu'aujourd'hui au Bénin, en dehors du port autonome de Cotonou, en dehors du coton, plus rien n'est au rendez-vous, il est normal que nous puissions aller chercher ce que les autres pays ont et que nous avons aussi, mais qu'ils exploitent et que nous n'exploitons pas. Et c'est ici que je voudrais emprunter les mots du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ce matin, qui disait que Dieu a tout donné. Et au moment où il nous envoyait sur cette terre, et plus précisément au Bénin, il dit: je vous envoie, je vous donne tout pour que vous échangiez le visage du Bénin. Mais nous avons limité nos efforts à la cueillette. On plante, on cueille. On refuse de fouiller. Or, nous avons ce sol riche. Comme le Burkina, comme le Togo, comme le Niger et comme le Nigeria. Pourquoi ne pas faire comme eux? C'est la raison pour laquelle nous avions décidé au ministère de l'Eau et des Mines d'initier et de soumettre cette ambition d'organiser et de convier ici au Bénin pendant 3 jours autour des thématiques bien définies l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans la sous-région, dans ces différents secteurs et de par le monde, les convier ici sur place pour qu'on puisse échanger sur les potentialités minières et pétrolières du Bénin et les possibilités de détenir des carrières également pour que notre pays puisse réellement amorcer son développement. À Roissy, en France, un laboratoire de la biodiversité aux abords du Tamac, objectif, montrer qu'il peut aussi être un refuge pour la nature. Reportage. Nous sommes en bordure de piste, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ces scientifiques et volontaires, salariés de la plateforme, ne sont pas là pour compter les avions. Il y avait aussi 4 petites limaces, plusieurs fourmis. Cloportes, lézards et autres petites bêtes sont comptabilisés et répertoriés. Sans oublier les végétaux, comme ces orchidées qui semblent très bien s'accommoder du survol des avions. Sur les aéroports, pour des raisons simplement d'économie, on va gérer ces prairies à minima. Et gérer des prairies à minima, c'est ce que la biodiversité peut souhaiter de mieux. Et en particulier, sur certains aéroports, on a des sols qui n'ont pas été labourés depuis 30, 40, 50 ans. Et un sol non labouré depuis aussi longtemps, c'est un sol vivant, c'est un sol riche, surtout qu'il n'y a pas eu non plus de pesticides dessus. Derrière cette étude, une association environnementale financée par une compagnie aérienne. Un paradoxe, pas pour ces biologistes qui ont décidé de profiter de ce laboratoire privilégié. Il ne faut pas opposer biodiversité et industrie, il ne faut pas opposer zone industrielle et biodiversité. Notre but, c'est de travailler sur la biodiversité qui est présente sur ces plateformes aéroportuaires pour la mettre en évidence, la promouvoir, voire l'améliorer, et le tout dans la sécurité. Car le premier enjeu est de lutter contre les nombreuses collisions entre les avions et les oiseaux.
Là, par exemple, on a un pigeon qui vient de passer. Le pigeon, c'est un problème. Il y en a des millions dans Paris et ils viennent se nourrir sur les prairies de l'aéroport. Mais ils viennent se nourrir dans les prairies qui sont rases parce que les pigeons, ils ont des petites pattes et que leur nourriture de graines, ils ne vont la trouver que dans de l'herbe rase. Donc, opposer biodiversité et sécurité, c'est stérile si on ne comprend pas l'ensemble de l'écosystème. Pour mieux éloigner les plus gros volatiles, il a fallu repenser la prairie, qui occupe 70% de l'espace aéroportuaire, et laisser pousser l'herbe plus haut, avec un double effet sur la sécurité et sur la diversité des espèces. Il y a 70 espèces d'oiseaux différents par exemple, et parmi ceux-là, beaucoup qui d'une part ne sont pas du tout un danger pour l'aéronautique, et d'autre part font partie de ces oiseaux des campagnes qui sont en pleine disparition, probablement à cause des insecticides, mais aussi des changements d'habitat. Avec leurs prairies préservées de l'agriculture, les aéroports pourraient bien devenir un refuge pour les espèces menacées. Fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à nos antennes. À bientôt sur Eden TV.